Charles Darwin, l'origine des espèces, épisode 14. Chapitre 4, partie 6. Résumé du chapitre. Si, au milieu des conditions changeantes de l'existence, les êtres organisés présentent des différences individuelles dans presque toutes les parties de leur structure, et ce point n'est pas contestable, s'il se produit entre les espèces en raison de la progression géométrique de l'augmentation des individus une lutte sérieuse pour l'existence à un certain âge, à une certaine saison ou pendant une période quelconque de leur vie, et ce point n'est certainement pas contestable, alors, en tenant compte de l'infinie complexité des rapports mutuels de tous les êtres organisés et de leur rapport avec les conditions de leur existence, ce qui cause une diversité infinie et avantageuse des structures, des constitutions et des habitudes, il serait très extraordinaire qu'il ne se soit jamais produit des variations utiles à la prospérité de chaque individu, de la même façon qu'il s'est produit tant de variations utiles à l'homme. Mais si des variations utiles à un être organisé quelconque se présentent quelquefois, assurément les individus qui en sont l'objet ont la meilleure chance de l'emporter dans la lutte pour l'existence. Puis, en vertu du principe si puissant de l'hérédité, ces individus tendent à laisser des descendants ayant le même caractère qu'eux. J'ai donné le nom de sélection naturelle à ce principe de préservation. En vertu du principe de l'hérédité, aux âges correspondants, la sélection naturelle peut agir sur l'œuf, sur la graine ou sur le jeune individu, et les modifier aussi facilement qu'elle peut modifier l'adulte. Chez un grand nombre d'animaux, la sélection sexuelle vient à l'aide de la sélection ordinaire, en assurant aux mâles les plus vigoureux et les mieux adaptés le plus grand nombre de descendants. La sélection sexuelle développe aussi chez les mâles des caractères qui leur sont utiles dans leur rivalité ou dans leur lutte avec d'autres mâles. La sélection naturelle a-t-elle réellement joué ce rôle? A-t-elle réellement adapté les formes diverses de la vie à leurs conditions et à leurs stations différentes? C'est en pesant les faits exposés dans le chapitre suivant que nous pourrons en juger. Mais nous avons déjà vu comment la sélection naturelle détermine l'extinction. Or, la géologie nous démontre clairement quel rôle l'extinction a joué dans l'histoire du monde. La sélection naturelle conduit aussi à la divergence des caractères. Car plus les êtres organisés diffèrent les uns des autres, sous le rapport de la structure, des habitudes et de la constitution, plus la même région peut en nourrir un grand nombre. Nous en avons eu la preuve en étudiant les habitants d'une petite région et les productions acclimatées. Par conséquent, pendant la modification des descendants d'une espèce quelconque, pendant la lutte incessante de toutes les espèces pour s'accroître en nombre, plus ces descendants deviennent différents, plus ils ont de chances de réussir dans la lutte pour l'existence. Aussi, les petites différences qui distinguent les variétés d'une même espèce tendent régulièrement à s'accroître, jusqu'à ce qu'elles deviennent égales aux grandes différences qui existent entre les espèces d'un même genre, ou même entre des genres distincts. Nous avons vu ce que sont les espèces communes très répandues, ayant un habitat considérable, et qui en outre appartiennent aux genres les plus riches de chaque classe, qui varient le plus, et que ces espèces tendent à transmettre à leurs descendants modifiés cette supériorité qui leur assure aujourd'hui la domination dans leur propre pays. La sélection naturelle, comme nous venons de le faire remarquer, conduit à la divergence des caractères et à l'extinction complète des formes intermédiaires, et moins perfectionnées. En partant de ces principes, on peut expliquer la nature des affinités qui existent entre les innombrables êtres organisés. Un fait véritablement étonnant et que nous méconnaissons trop, parce que nous sommes peut-être trop familiarisés avec lui, c'est que tous les animaux et toutes les plantes, tant dans le temps que dans l'espace, se trouvent réunis par groupes subordonnés à d'autres groupes d'une même manière que nous remarquons partout, c'est-à-dire que les variétés d'une même espèce les plus voisines les unes des autres, et que les espèces d'un même genre moins étroitement et plus inégalement alliées forment des sections et des sous-genres, que les espèces de genres distincts encore beaucoup moins proches et enfin que les genres plus ou moins semblables forment des sous-familles, des familles, des ordres, des sous-classes et des classes. Les divers groupes subordonnés d'une classe quelconque ne peuvent pas être rangés sur une seule ligne, mais semblent se grouper autour de certains points, ceux-là autour d'autres, et ainsi de suite en cercle presque infini. Si les espèces avaient été créées indépendamment les unes des autres, on aurait pu expliquer cette sorte de classification. Elle s'explique facilement, au contraire par l'hérédité, et par l'action complexe de la sélection naturelle, produisant l'extinction et la divergence des caractères, ainsi que le démontre notre diagramme.
On a quelquefois représenté sous la figure d'un grand arbre les affinités de tous les êtres de la même classe. Et je crois que cette image est très juste sous bien des rapports. Les rameaux et les bourgeons représentent les espèces existantes. Les branches produites pendant les années précédentes représentent les longues successions des espèces éteintes. À chaque période de croissance, tous les rameaux essayent de pousser des branches de toutes parts, de dépasser et de tuer les rameaux et les branches environnantes, de la même façon que les espèces et les groupes d'espèces ont, dans tous les temps, vaincu d'autres espèces dans la grande lutte pour l'existence. Les bifurcations du tronc, divisées en grosses branches, et celles-ci en branches moins grosses et plus nombreuses, n'étaient autrefois, alors que l'arbre était jeune, que des petits rameaux bourgeonnants. Or, cette relation entre les anciens bourgeons et les nouveaux, au moyen des branches ramifiées, représente bien la classification de toutes les espèces éteintes et vivantes, en groupes subordonnés à d'autres groupes. Sur les nombreux rameaux qui prospéraient alors que l'arbre n'était qu'un arbrisseau, 2 ou 3 seulement, transformés aujourd'hui en grosses branches, ont survécu et portent les ramifications subséquentes. De même, sur les nombreuses espèces qui vivaient pendant les périodes géologiques écoulées depuis si longtemps, bien peu ont laissé des descendants vivants et modifiés. Dès la première croissance de l'arbre, plus d'une branche a dû périr et tomber. Or, ces branches tombées, de grosseurs différentes, peuvent représenter les ordres, les familles et les genres tout entiers, qui n'ont plus de représentants vivants, et ce que nous connaissions qu'à l'état fossile. De même que nous voyons çà et là sur l'arbre une branche mince, égarée, qui a surgi de quelques bifurcations inférieures et qui, par suite d'heureuses circonstances est encore vivante, et atteint le sommet de l'arbre. De même, nous rencontrons accidentellement quelques animaux comme l'ornithorynque ou l'épidosirène, qui, par ses affinités, rattachent sous quelques rapports deux grands embranchements de l'organisation et qui doit probablement à une situation isolée d'avoir échappé à une concurrence fatale. De même que les bourgeons produisent de nouveaux bourgeons, et que ceux-ci, s'ils sont vigoureux, forment des branches qui éliminent de tous côtés les branches plus faibles, de même je crois que la génération en a agi ainsi pour le grand arbre de la vie, dont les branches mortes et brisées sont enfouies dans les couches de l'écorce terrestre, pendant que ces magnifiques ramifications, toujours vivantes et sans cesse renouvelées, en couvrent la surface.